Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous parler des phobies, parce que les phobies, c'est un mal assez répandu. Il y a entre 5 et 15% des Français qui souffrent d'une phobie. Et la phobie, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une peur irrationnelle. C'est pas une peur, c'est pas une grande peur, c'est une très grande peur. Ou lorsque le phobique est face à sa peur, que ce soit un objet, un animal, un être humain, une situation, il est soit paralysé de peur, c'est-à-dire qu'il ne peut plus rien faire, il est scotché sur place, il peut juste peut-être hurler ou pleurer, soit il n'a qu'une envie, c'est s'enfuir en courant, en laissant tout derrière soi. Bref, la phobie, ça parle d'une perte de contrôle véritable par rapport à quelque chose qui nous fait extrêmement peur. Et c'est souvent irrationnel, c'est-à-dire que le décalage entre ce qui fait peur et la réaction qu'on a est vraiment disproportionné. Alors je vais vous parler de ça aujourd'hui, sachant que les phobiques aussi, c'est quelque chose que peut-être tout le monde peut à un moment donné développer, la phobie, parce qu'elle se développe en général sur un terrain d'anxiété. Ce sont les personnes anxieuses qui peuvent développer ça. Je vous parlerai un petit peu plus après de comment ça se passe. Mais voilà, à partir du moment où on a une anxiété, soit on peut être anxieux sur toutes les parties de sa vie, soit notre inconscient peut décider, inconsciemment bien sûr, de cibler notre anxiété sur quelque chose. Et c'est ça qui devient la phobie. La phobie, c'est une anxiété qui est ciblée sur quelque chose de particulier. Ça va être sur les araignées, ça va être sur la peur de vomir, ça va être sur la peur de prendre l'avion. Mais voilà, c'est de l'anxiété ciblée. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Je vais d'abord vous donner la liste des phobies les plus communes. Alors il y a des milliers de phobies, mais on va faire la liste des phobies les plus courantes. Et je vais vous donner aussi la liste des phobies les plus insolites, les plus cheloues. Et puis ensuite, je vous parlerai de comment on attrape une phobie, parce que ça vient pas comme ça, il y a des façons d'attraper une phobie. Et on parlera de comment on peut soigner bien sûr une phobie, les solutions les plus efficaces pour s'en libérer. Alors, tout d'abord, quelles sont les phobies les plus courantes qu'on peut retrouver, on va dire, sur le marché des phobiques, quoi. Alors, les phobies les plus courantes, alors, elles ont toujours des noms incroyables. Donc, la phobie qu'on retrouve très souvent, c'est ce qu'on appelle l'anthropophobie. C'est la phobie sociale, c'est-à-dire la peur des gens. Il y a les phobiques, les anthropophobes, ils ont peur des gens, ils ont peur des groupes de personnes, ils ont peur de sortir, rencontrer des gens dans des soirées, mais ça peut être à l'école, ça peut être à l'entreprise, etc. Une autre phobie qui est assez répandue, c'est la glossophobie, et elle est très proche de l'anthropophobie. La glossophobie, c'est la peur de parler en public. Alors ça peut être très handicapant, notamment dans le milieu professionnel. J'ai souvent des gens qui viennent consulter pour ça, pour se libérer de cette peur profonde, parce qu'ils sont managers, ils ont des réunions à animer, et voilà, ils sont morts de peur, ils n'arrivent pas à gérer le truc. Donc c'est pour ça qu'ils consultent. La claustrophobie en troisième, c'est la peur des espaces confinés. Vous savez, les claustrophobes, pardon, voilà, ça peut être la peur d'un ascenseur, d'une pièce sans fenêtre ou avec des petites fenêtres. Voilà, tous les endroits un peu confinés, ça peut être les parkings, tous ces endroits-là où on se sent un peu à l'étroit, un peu engoncé. Eh bien, les claustros, ils détestent ça. Ils ont du mal à respirer, ils partent en panique. L'agoraphobie. Alors là, c'est le contraire de la claustrophobie. L'agoraphobe, lui, il a peur plutôt des grands espaces ouverts. Voilà, ça lui fait peur, les grands espaces ouverts, vous voyez, c'est tout à fait le contraire de la claustrophobie. Ensuite, il y a la brontophobie, toujours des noms un peu bizarres. La brontophobie, c'est la peur de certains phénomènes météorologiques. Par exemple, c'est la peur des éclairs. Mon chien, lui, par exemple, il doit être brontophobe, puisque lorsqu'il y a l'orage et qu'il y a les éclairs, eh bien voilà, il a très peur. L'acrophobie, c'est assez courant aussi, vous connaissez, c'est la peur des hauteurs. Ça peut varier en intensité, ça peut aller d'une appréhension à carrément la phobie, vraiment la peur intense. Et ça peut être handicapant, c'est-à-dire que si vous travaillez dans un environnement où il faut aller dans des immeubles, dans des tours, et que vous êtes acrophobe, eh bien vous avez du mal à vous rapprocher de la fenêtre, parce que vous vous sentez pas bien. J'avais un client comme ça qui, lui, il avait été muté, et en fait son bureau était dans une tour comme ça, au 7e ou 8e étage, et son bureau était proche de la fenêtre. Il avait du mal à aller à son bureau. Une phobie encore qui est très courante, c'est ce qu'on appelle l'aérophobie ou l'aviophobie, c'est la peur de l'avion.
La peur des voyages en avion, voilà, c'est très courant. On sait que l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr. Statistiquement, il n'y a pas photo. Et pourtant, il y a des gens, ils sont paniqués à l'idée de monter dans un avion. Ils ont besoin de se sédater, ils ont besoin de prendre des médicaments. Voilà, c'est dur pour eux. Une autre phobie qui existe, c'est la cancérophobie. La peur d'avoir un cancer. On comprend pourquoi. Alors là, ça me permet d'ouvrir une parenthèse parce qu'il y a des milliers de phobies, comme je vous l'ai dit, mais il y a des phobies qu'on comprend mieux que d'autres. Il y a des phobies, voilà, on se dit la cancérophobie, la peur du cancer, ou la peur de l'avion. On se dit que c'est des phobies, ok, on arrive à comprendre. Même si la réaction du phobique semble décalée, semble exagérée, on arrive un peu à s'identifier à lui. Alors qu'il y a des phobies qui sont tout aussi intenses en termes de peur, mais on n'arrive pas à s'identifier. Par exemple, j'avais une cliente, elle avait la phobie des pigeons. Donc, lorsqu'elle était en ville et qu'il y avait des pigeons, elle était terrorisée. Bien là, c'est vrai que c'est plus, on a plus tendance à se moquer de ces gens-là, hein. Il ne faut pas le faire, hein, mais parce qu'ils sont phobiques tout comme les autres. Mais voilà, on n'arrive pas à comprendre qu'on puisse avoir la phobie des pigeons, qu'on puisse avoir la phobie des fourmis. Il y a des phobies comme ça qui sont un peu tournées en ridicule. Et c'est dommage parce que ces gens, c'est des gens qui sont en souffrance. Et il faut savoir que la phobie, c'est vraiment une peur irrationnelle. Donc, qu'on puisse comprendre ou qu'on puisse ne pas comprendre, le message, c'est que quand quelqu'un est phobique, il faut respecter ça et il faut éventuellement lui expliquer comment il peut s'en libérer de la phobie. C'est ce que je vais vous expliquer après. La parenthèse est terminée. Je voulais vous parler aussi de l'hématophobie. La phobie, la peur du sang. Là aussi, on peut comprendre. Les gens qui ont peur du sang, personne n'aime le sang. Et on peut comprendre ça. Donc l'hématophobie, c'est voilà, les gens qui voient du sang, voilà, ils sont en flip total. L'hémétophobie, ça se prononce quasiment pareil, c'est la peur de vomir, qui est très courante aussi. Voilà, c'est des gens, ils ont soit peur de vomir, donc peur d'être malade et éventuellement vomir, soit peur que les autres puissent vomir. Donc ça les handicape un petit peu dans leur vie sociale de tous les jours. La latrophobie, c'est la peur d'aller chez le médecin. La trypanophobie, c'est la peur des injections. Alors voilà, c'est assez proche du médecin parce que souvent, quand on va chez le médecin, on peut penser qu'on va peut-être nous faire une injection pour les vaccins, etc. Donc les trypanophobes, ils ont peur effectivement du vaccin. C'est un peu différent de ceux qui ont la peur du sang, parce que ceux qui ont la peur du sang, ils vont avoir peur des prises de sang, notamment. Mais là, le trypanophobe, lui, il a peur des injections, c'est-à-dire qu'on lui mette un produit à l'intérieur du corps, comme par exemple les vaccins. La nosophobie, c'est la peur d'être malade ou d'être contagieux. Et là, pareil, ça regroupe aussi avec la peur du médecin, la latrophobie. Voilà, c'est des peurs qui sont très proches, en fait. Chaque fois, c'est des petites déclinaisons. L'arachnophobie, on connaît, on l'admet, c'est la peur des araignées. Il n'y a pas grand monde qui aime les araignées, donc effectivement, l'arachnophobe, s'il rentre dans une pièce, il va regarder partout s'il n'y a pas des araignées, parce que sinon, voilà, s'il voit une araignée, il est dans tous ses états. L'ophidiophobie, c'est la peur des serpents. Alors, moi je l'ai un peu. Alors, c'est pas une phobie, parce que si je suis face à un serpent, je ne suis pas complètement tétanisé, je perds pas tous mes moyens, parce que c'est ça la phobie, hein, c'est perdre le contrôle, perdre ses moyens. Mais par contre, je suis vraiment pas tranquille parce que je déteste cette espèce-là. La cynophobie, c'est la peur des chiens. Elle est assez répandue aussi, beaucoup de gens ont des chiens, donc des accidents avec des chiens, il y en a, et donc du coup, certaines personnes ont cette phobie. Et puis la dernière phobie assez courante, c'est la thanatophobie, c'est la peur de la mort ou la peur de mourir. Ça, évidemment, on l'a tous, mais quelque part, on le gère, c'est-à-dire qu'on n'y pense pas, alors que les thanatophobes, ils ont la phobie de ça, ils y pensent en permanence. Bon, voilà, ça c'est les phobies les plus communes, et maintenant je vais vous indiquer les phobies qui sont un peu insolites, qui sont un peu cheloues, parce qu'il y en a aussi, et notamment la première c'est la caïnophobie. La caïnophobie, qu'est-ce que c'est? C'est la peur de la nouveauté. Alors vous me direz, bon, un peu bizarre comme truc, mais effectivement, les caïnophobes, avec les technologies qui évoluent en permanence, avec toujours les nouvelles applications, les nouveaux logiciels, tout ce qui est nouveau en permanence, et ça va très très vite, eh bien les caïnophobes, voilà, ils ont extrêmement peur de la nouveauté, tout ce qui est nouveau, ça les angoisse, et voilà, ils préfèrent avoir un truc voilà, très toujours pareil, qui change pas, qui bouge pas, et donc pour eux c'est compliqué. Dans les phobies toujours insolites, il y a la nomophobie, c'est la peur de perdre son portable. La peur de perdre son portable et la peur d'être déconnecté des autres. Voilà.
Pareil, avec l'avancée des technologies, c'était une peur qui n'existait pas il y a 30 ans, maintenant qu'il y a des portables, voilà, il y a des nomophobes. Autre phobie assez insolite, c'est l'allopophobie, c'est la peur d'être chauve. Plutôt répandue chez les hommes, a priori, la peur d'être chauve. Autre phobie insolite, c'est la catagélophobie, c'est la peur d'être ridicule. Alors, on sait que le ridicule ne tue pas. A priori, on a tous plus ou moins peur du ridicule, mais là, les catagélophobes, eh bien eux, ils ont cette peur immense d'être ridicule. L'ergophobie, c'est la peur, voire la haine du travail. Voilà, les ergophobes, ils détestent travailler. L'halitophobie, c'est la crainte d'avoir mauvaise haleine. La votaphobie, c'est la peur des factures. Les votaphobes, eh bien, ils s'arrangent pour se faire envoyer les factures soit par mail, soit ils font des prélèvements automatiques pour éviter d'être dans leur peur de payer des factures et de voir les factures. L'alectorophobie ou galinophobie, c'est la peur des poulets. Et notamment, cette peur, elle est venue suite à la grippe aviaire. La nuptaphobie, c'est la peur de rester célibataire. Dans un monde où il y a de plus en plus de divorces et de plus en plus de gens célibataires, voilà, cette phobie, elle s'est développée. La basophobie, c'est la peur de marcher, mais en fait qui cache une peur de tomber. Il y a des gens, peut-être, ils ont du mal à faire confiance à leur oreille interne, et donc ils évitent de marcher. Hein, ils passent, voilà, je ne sais pas comment ils se débrouillent chez eux, ils passent de chez eux vite à la voiture, vite à l'ascenseur, etc. Et donc, petite dernière pour la route, la tatophobie, c'est la peur d'être enterré ou la peur des cimetières. Voilà, ça c'était la liste des phobies les plus courantes et des plus insolites. Maintenant, je vais vous parler de comment attrape-t-on une phobie. Parce que je vous ai dit, il y a des phobies qu'entre 5 et 15%, mais ceux qui ne le sont pas peuvent aussi à un moment donné attraper une phobie. Et la phobie, ça s'attrape de 3 façons que j'ai recensées. La première façon, il me semble la plus courante d'attraper une phobie, c'est un événement traumatisant. Si on a traversé un événement traumatisant, eh bien, on peut à ce moment-là développer une phobie. Par exemple, imaginons les événements du Bataclan, les gens qui ont été victimes de ça, ils peuvent développer une phobie, par exemple, de l'enfermement, comme la claustrophobie ou une phobie des gens. Voilà, ça peut sembler, on va dire entre guillemets, logique qu'à un moment donné, eh bien, ce traumatisme se transforme en une peur irrationnelle comme ça. Alors, justement, en parlant des événements traumatisants, il y a 2 types de victimes dans ce type d'événement. Les gens qui ont été victimes du Bataclan, c'était des victimes primaires, c'est-à-dire que c'est eux qui étaient sur les lieux du drame. Mais il peut y avoir aussi des victimes secondaires, c'est-à-dire les gens qui ont vu ça à la télé. Par exemple, j'avais vu un reportage sur les victimes secondaires du 11 septembre. C'est des gens qui n'avaient pas été dans les tours du 11 septembre, ils n'avaient pas de famille, d'amis qui avaient été victimes directes du 11 septembre. Par contre, le fait d'avoir vu à la télé en boucle pendant des jours et des jours ces tours tomber en flammes, eh bien, il y a des gens qui ont développé des traumatismes par rapport à ça. Et donc le traumatisme peut amener aussi une phobie. Une phobie, comme je le disais, de l'enfermement, des attentats, des gens, etc. La première façon d'attraper une phobie, c'est parce qu'il y a eu un événement traumatisant, voilà, qui nous a marqué. Deuxième façon d'attraper une phobie, selon moi, c'est la fréquence. C'est-à-dire si on est de manière assez fréquente confronté à quelque chose qui s'associe à du négatif chez nous, et donc au final, eh bien, ça peut créer une phobie. Je vais prendre un exemple qui avait été donné par David Laroche. À l'époque, il parlait des croyances négatives, mais les croyances négatives, eh bien, ça peut aussi devenir des phobies. Et il prenait l'exemple des nains. Il parlait d'imaginer quelqu'un qui va à son entretien d'embauche en voiture, il va à son entretien d'embauche, il est sur le parking de l'entreprise où il a son entretien, il est un peu en retard. Il reste qu'une place sur le parking et au dernier moment, il y a quelqu'un qui lui pique la place, qui lui prend la place de parking. C'est son entretien d'embauche, il est hyper stressé, le gars lui pique la place, et il se rend compte que le type qui lui a piqué la place, c'est un nain. Bon. Et puis, quelques temps plus tard, il va dans une soirée, et dans cette soirée, il remarque une très jolie fille qui lui plaît beaucoup, elle a l'air intéressante, etc. Il s'approche d'elle pour l'aborder, pour lui parler, et là, il se prend un vent extraordinaire. Une veste d'un autre monde, la honte. Il se retourne et le premier truc qu'il voit dans la soirée, c'est un nain. Et puis troisième événement un petit peu plus tard, un jour il est en train de faire ses courses, il est pressé avec ses sacs, il traverse la route, il manque de se faire écraser par une voiture, grosse frayeur, et au moment donné il se retourne, qu'est-ce qu'il voit sur le trottoir? Un nain.
Eh bien, il y a des chances que ce gars, il commence à développer une peur, voire le truc grandisse et que ça devienne une phobie des nains. C'est-à-dire que chaque fois qu'il voit un nain, il est dans tous ses états parce qu'il se dit que quelque chose de terrible va lui arriver. Voilà, ça, c'est la notion de fréquence. C'est-à-dire il y a une répétition d'événements négatifs qui ont un point commun. Et ce point commun, ça peut devenir l'origine, ça peut faire l'origine d'une phobie. Et puis, troisième façon d'attraper une phobie, pour les gens qui ont un terrain anxieux, je vous l'ai dit, hein, la base c'est qu'il y a souvent un terrain anxieux, c'est par transmission des parents. J'ai eu un exemple comme ça un jour d'hématophobes, c'est-à-dire de gens qui ont peur du sang. Je reçois en consultation un jeune homme qui avait peur du sang depuis toujours et ça l'a handicapé par rapport à ses projets professionnels. Et donc il vient me voir, on travaille là-dessus, il est libéré de sa peur du sang, il est content. Et donc ensuite il envoie sa sœur qui pareil a la phobie du sang. Elle ne sait pas pourquoi, elle a toujours eu la phobie du sang. Je l'aide à se libérer de cette phobie, elle est super contente, et donc après, elle m'envoie sa mère, leur mère à tous les deux. Et leur mère, elle vient, elle a la phobie du sang, mais elle sait pourquoi. Elle sait pourquoi parce qu'elle avait été traumatisée dans un accident lorsqu'elle avait 20 ans. Il y avait du sang partout, et donc du coup, elle avait généré une phobie du sang. Et ensuite, malgré elle, elle l'a transmise à ses enfants. C'est-à-dire que petits, ces enfants, à 2-3 ans, je ne sais pas, quand ils ont dû voir un ou plusieurs événements où leur mère était face à du sang et sur son visage elle était paniquée. Par exemple, je sais pas, elle s'est coupée avec un couteau dans la cuisine, il y avait un petit peu de sang, elle était paniquée. Les enfants, qu'est-ce qu'ils ont vu tout petits? Ils ont vu le sang, ils ont vu le visage de maman paniqué, ils ont associé les deux, ils ont dit ok, ça, la meilleure façon de se comporter c'est quand on voit ce truc-là, le sang, il faut paniquer. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on leur a transmis la phobie. Peut-être qu'ils ont été témoins d'un, deux, trois événements comme ça, mais ils ont adopté cette phobie comme si c'était un copier-coller en fait de l'émotion de leur mère sur eux. Et ensuite, cette phobie, elle s'est développée, et du coup, ils ont toujours été hématophobes, mais ils ne savent pas pourquoi, parce que 2, 3, 4 ans, c'est un âge où on oublie. Donc ils ont oublié l'événement. Mais par contre, ils ont la phobie. Voilà, ça c'est exactement l'exemple de la transmission. C'est-à-dire que les parents peuvent nous transmettre leurs propres peurs, comme ils peuvent nous transmettre leurs propres croyances. Ok, maintenant on va voir pourquoi c'est important de soigner une phobie. Parce qu'on pourrait se dire, une phobie, je peux rester avec. Et c'est vrai, des fois, on peut vivre avec sa phobie. Tout dépend si elle est handicapante ou pas. Si elle n'est pas handicapante, on peut très bien vivre avec sa phobie, c'est pas un problème. Si vous avez la phobie des kangourous, et que vous habitez en France, et que vous ne souhaitez pas déménager en Australie, bon, la phobie des kangourous, ça passe quoi, c'est pas grave, c'est pas handicapant. En revanche, si vous avez la phobie du sang, comme je le disais dans l'exemple, là, si vous avez la phobie de l'avion, si vous avez la claustrophobie, peut-être ça peut être vraiment handicapant, ou la phobie de parler en public. Donc voilà, en fonction de si c'est handicapant ou non, vous allez voir si vous devez la soigner, si ça agit sur votre qualité de vie ou pas. Pour exemple, j'avais une femme un jour d'une quarantaine d'années qui vient me voir et elle avait la phobie des clowns. Elle me dit David, voilà, j'ai la phobie des clowns. Voilà. Et je lui dis mais est-ce que c'est vraiment handicapant pour vous cette phobie? Elle me dit oui parce que je travaille chez McDo. Et c'est vrai qu'à l'époque chez McDonald's, eh bien devant chaque restaurant, il y avait un clown, le clown McDonald's. Et donc elle a flippé de ça, elle ne pouvait pas aller au travail. Donc c'était vraiment handicapant pour le coup. Donc oui, c'est important de soigner une phobie, premièrement parce que c'est par rapport à la qualité de vie. Si pour vous c'est handicapant dans votre vie de tous les jours, ben faut vraiment s'en débarrasser, quoi. Faut se libérer de ça. La deuxième chose qui fait que c'est important peut-être de soigner une phobie, c'est par rapport à la confiance en vous. C'est vrai que à partir du moment où on se libère de peur, eh bien naturellement on a plus confiance en soi. On commence à se sentir plus fort, on est fier de soi, donc la confiance en soi grandit. Alors qu'à l'inverse, si on subit sa phobie au quotidien, si on laisse sa vie dirigée par ses peurs, eh bien du coup, forcément, on a moins confiance en soi. Donc c'est aussi important pour la confiance en soi de se libérer d'une phobie. Troisième chose pour laquelle c'est important de se libérer d'une phobie, c'est pour éviter que la peur grandisse. Parce que la phobie, ça grandit. Ça grandit et ça peut même grandir de manière horizontale, c'est-à-dire sur d'autres domaines de votre vie. Je vous donne un exemple. Imaginez, je prends un ascenseur un jour et je reste coincé dans l'ascenseur.
pas drôle. Donc je reste coincé dans l'ascenseur pendant une demi-heure, le temps que le technicien arrive pour me déloger de ça. Et donc le lendemain peut-être, je vais être amené à prendre un autre ascenseur. Mais si la veille je suis resté coincé une demi-heure, j'ai deux choix. Peut-être que je vais me dire, bon ok, allez, je prends sur moi, je prends l'ascenseur. Je serai un peu tendu dans l'ascenseur, mais je prends l'ascenseur. Et finalement, le voyage se passe bien. Et puis le lendemain, je reprends l'ascenseur. Peut-être que je vais reprendre une dizaine de fois l'ascenseur en étant un petit peu sous tension par rapport à ça. J'ai peur que l'événement qui m'est arrivé une première fois se reproduise. Mais au bout d'un moment, avoir repris l'ascenseur et que tout se passe bien, il y a des chances que j'ai oublié ce moment-là et que je sois passé à autre chose. Voilà. C'est comme on dit, vous savez, quand on tombe de cheval, il faut remonter à cheval. Voilà, c'est pareil. Donc ça, c'est la première option. Ou alors la deuxième option, la veille, je suis resté coincé dans l'ascenseur. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que je dois prendre l'ascenseur. Je vais me dire, non, je vais prendre l'escalier. C'est mieux l'escalier. Donc, je vais éviter de prendre l'ascenseur pour l'escalier. Je préférais l'escalier. Et puis, du coup, ma peur va grandir un peu. Parce que la peur se nourrit de l'évitement. On va revenir là-dessus aussi. La peur se nourrit de l'évitement. Donc, je vais éviter. Ma peur de l'ascenseur va grandir un petit peu. Et le lendemain, pareil. Si je dois reprendre un ascenseur, je vais éviter encore. Parce que j'aurai encore un petit peu plus peur. Et plus je vais éviter, plus je vais avoir peur de l'ascenseur. Jusqu'à un moment donné où, même si je n'ai pas envie de prendre un ascenseur, mais que je vois des portes d'ascenseur qui s'ouvrent devant moi parce que je suis dans un hall d'immeuble, je vais commencer à me sentir mal. Pourquoi? Parce que la peur, elle a grandi et elle est devenue une phobie. J'ai commencé à générer une phobie de l'ascenseur. Mais cette phobie, elle peut grandir aussi de manière horizontale, comme je vous le disais. Après avoir la phobie de l'ascenseur, peut-être que je vais commencer à être phobique dans tous les endroits où je me sens coincé comme ça. Ça peut être dans un avion, ça peut être dans un bateau, dans un train, ça peut être dans la voiture sous des tunnels, mais ça peut être aussi en réunion, dans une salle de spectacle, etc. Cette phobie, non seulement elle peut devenir de plus en plus grande par rapport à l'ascenseur, mais en plus elle peut se développer sur d'autres domaines de vie. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de se libérer d'une phobie, c'est parce que ça peut grandir. Et quatrième point qui fait que c'est important de se libérer d'une phobie, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est pour éviter de transmettre. Parce que si vous êtes phobique, il y a des chances que vous transmettiez ça malgré vous à vos enfants. Donc pour leur éviter ça, libérez-vous de votre phobie dès que vous pouvez. Alors, comment se soigner d'une phobie? Comment on peut faire ça? Eh bien, comme je vous le disais, il y a un principe universel. Et le principe universel concernant les peurs, il dit que plus on évite une peur et plus elle grandit, et au contraire, plus on va se confronter à sa peur et plus elle va réduire. Donc voilà, le principe de base de fonctionnement pour se libérer d'une phobie, c'est en fait de se confronter à sa peur. On va voir ça, comment on peut faire ça, et les meilleures solutions pour ça, c'est pour ça restez avec moi parce que je vais vous donner maintenant les meilleures solutions pour vous libérer d'une phobie. Mais voilà, le principe ça va être ça, et ça va être pareil pour toutes les phobies. C'est universel, et les peurs en général. Plus on se confronte à sa phobie ou à sa peur, et plus elle va diminuer. En revanche, la phobie se nourrit de l'évitement, c'est-à-dire pourquoi c'est devenu une phobie, c'est parce qu'il y a un moment donné, probablement où c'était une peur intense, et le fait d'avoir évité ensuite, c'est devenu une phobie qui s'est installée. Comment on peut se libérer d'une phobie? Eh bien écoutez, il n'y a pas 36 moyens en fait de se libérer de ça. Je vous ai dit, le principe c'est de se confronter à ce qui fait peur, à sa phobie, mais il y a plusieurs façons de s'y confronter. La première façon de se confronter à sa phobie, c'est de s'y confronter physiquement, de manière graduelle, et notamment on peut se faire aider dans cette approche par les TCC, les thérapies cognitives comportementales, où on va vous apprendre un certain nombre de techniques mentales, des stratégies mentales qui vont aider lors de l'exposition physique à sa phobie à reprendre progressivement le contrôle. Mais il y a un moment donné où il faut quand même faire l'exposition physique, c'est-à-dire qu'il faut y aller, enrichi de plusieurs outils qu'on vous aura donnés en TCC, mais il faut s'exposer, et en s'exposant, eh bien, la phobie va commencer à diminuer de plus en plus, jusqu'à un moment donné, on pourra reprendre le contrôle là-dessus. Parce que c'est le principe par rapport à une phobie. L'idée, c'est pas d'aimer le sujet qui nous faisait peur jusqu'à présent. Par exemple, si j'ai la phobie des serpents,
et que je fais une thérapie pour me libérer de cette phobie. L'idée, c'est pas d'aimer les serpents et d'en adopter un. Hein. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de garder le contrôle s'il y a un serpent. Donc c'est pour ça que c'est important de me libérer de la phobie. Donc première solution pour se libérer d'une phobie, c'est les TCC avec une exposition physique graduelle à sa phobie pour permettre à la phobie de disparaître. Ça va peut-être être un petit peu long, ça va peut-être être un petit peu coûteux pour le coup, mais c'est une technique très efficace, les TCC. Deuxième façon de s'exposer à sa peur, à sa phobie pour s'en libérer et reprendre le contrôle, c'est par le virtuel. Alors c'est génial ça maintenant parce qu'il y a des casques de réalité virtuelle qui vous permettent de vous exposer à votre phobie en virtuel, mais le principe c'est toujours le même, c'est qu'à force de s'exposer, eh bien la phobie diminue. Alors ça c'est génial parce que ça fonctionne bien, hein, tout ce qui permet de s'exposer et en plus en toute sécurité à sa phobie, c'est super. Le seul problème de cette exposition virtuelle avec les casques de réalité virtuelle, c'est qu'il y a encore très peu de phobies qui sont concernées par ça. Je sais que on le fait, et notamment je crois que c'est à l'hôpital de Marseille, à la Timone il me semble, on met des casques de réalité virtuelle sur les gens qui sont phobiques des hauteurs, pour justement leur faire visualiser dans la réalité virtuelle, voilà, qui sont en hauteur, ils sont en haut d'un gratte-ciel, etc. Et du coup, au fur et à mesure, la phobie diminue. Et on se libère de ça au bout d'un moment. Donc ça, c'est génial. Mais je ne connais pas d'autres phobies qui sont encore traitées par la thérapie virtuelle. Par contre, un jour, probablement, ça existera. Il y aura des logiciels avec toutes les phobies où on pourra s'exposer comme ça avec un casque de réalité augmentée. Et ce sera super cool. Pour l'instant, le seul inconvénient, c'est que ça existe que pour la phobie des hauteurs et dans très peu d'endroits. Donc c'est bien dommage. Troisième solution pour se libérer des phobies, et c'est celle que je trouve la meilleure à mon sens, c'est avec l'hypnothérapie. Pourquoi ? Parce qu'avec l'hypnothérapie, on va pouvoir, toujours pareil, s'exposer à la phobie, mais là, ni en physique, ni en virtuel, mais par l'imaginaire, avec son inconscient. Alors comment ça se passe ? Ça part du principe que l'inconscient ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Voilà, il ne fait pas la différence entre les deux. Exemple, imaginez que je mets devant vous une planche, vous savez les planches de chantier, là, les grosses planches chantier de 50 cm de large, de 10 cm d'épaisseur et sur 3 mètres. Je mets une planche de chantier devant vous et je vous dis, voyez, passez sur la planche, traversez la planche, faites les 3 mètres sur la planche en marchant sur la planche. Comme vous êtes sympa, vous le faites. Mais imaginez maintenant, cette planche, je la fixe en hauteur, à 15 mètres de hauteur, dans des conditions qui sont similaires aux conditions du sol. C'est-à-dire que la planche à 15 mètres de hauteur, elle est hyper stable, elle ne bouge pas, elle est exactement comme sur le sol, sauf qu'elle est à 15 mètres de hauteur. Et je vous dis maintenant, vous avez marché sur la planche au sol, maintenant marchez sur la planche là-haut. Et là, vous ne pouvez plus marcher. Vous êtes paralysé, vous n'arrivez pas à avancer sur la planche. Pourquoi ? Parce que vous imaginez que vous pourriez tomber. Et le simple fait d'imaginer que vous pourriez tomber alors que vous savez marcher sur cette planche, eh bien ça vous paralyse et ça vous empêche d'avancer. Vous voyez, c'est là qu'on voit que dans notre esprit, dans l'inconscient, il ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Il traite la chose de la même façon. Pareil dans la vie quotidienne, imaginez vous êtes dans les bouchons en voiture et vous êtes en retard à un rendez-vous, vous avez un rendez-vous dans 5 minutes, mais vous êtes en plein dans les bouchons et vous imaginez que vous allez arriver en retard. Vous imaginez la personne qui vous attend et qui va faire la tête, vous imaginez les conséquences derrière, et juste le fait d'imaginer ça, votre corps il est en stress international. Vous injuriez les autres automobilistes, vous avez une conduite à risque, vous êtes trempé de sueur, vous avez une boule dans le ventre, voilà. Comme si vous étiez en retard, mais c'est juste parce que vous imaginez que vous allez l'être, et peut-être vous ne le serez pas. Donc, l'inconscient ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel, et c'est le principe qu'on va utiliser en hypnothérapie. En hypnothérapie, quand vous allez vous mettre dans l'état d'hypnose, qui est un état de rêverie tout simplement, plus ou moins conscient, eh bien le thérapeute va vous faire imaginer un endroit sûr dans lequel vous êtes. Okay. Et ensuite, il va vous faire imaginer un endroit dans lequel vous avez votre phobie. Et par imaginaire comme ça, le thérapeute va vous faire des allers-retours entre l'endroit sécure
et l'endroit de la phobie. L'endroit sécure et l'endroit de la phobie. Et progressivement, cette exposition en imaginaire va commencer à diminuer votre phobie. Et alors après, il faut tester, parce que de toute façon, dans toutes les thérapies, il y a un moment donné où il faut tester. Et pourquoi il faut tester en réel? C'est parce que quand on a une phobie, quand on est phobique, dans sa tête, on a l'impression qu'on est incurable et qu'on sera toujours phobique. Hein, si vous êtes phobique et que vous m'écoutez, vous savez que c'est vrai. Et donc, tant qu'on n'a pas testé en réel, quelle que soit la thérapie, on ne va pas savoir si on va mieux. On ne va pas savoir si on est en train de guérir. Pourquoi? Parce que les émotions, comme la peur, mais toutes les autres émotions, c'est dans le corps que ça se passe. Quand j'ai peur, c'est des symptômes physiques. Hein. J'ai la boule dans la gorge ou dans le ventre, j'ai du mal à respirer, j'ai une oppression, mon cœur bat très vite dans la poitrine, j'ai les jambes qui tremblent, je peux avoir les mains moites, je peux être en sueur. C'est très physique tout ça. Donc, une fois que vous avez fait la thérapie, eh bien, il faut aller tester pour voir comment le corps réagit. Parce que par exemple, si vous avez la phobie de l'avion, si en imaginaire avec l'hypnose, je vous fais imaginer un endroit où vous êtes bien, et puis un endroit où vous êtes dans l'avion où vous flippez, et qu'on fait plusieurs allers-retours comme ça, eh bien, en sortie de la séance, vous avez l'impression, vous vous êtes dit, tiens, oui, effectivement, quand j'ai imaginé, ça allait mieux. Chaque fois, j'allais dans l'avion et je me sentais de mieux en mieux. Mais maintenant, il faut tester en réel. Il faut aller dans l'avion. Et c'est que dans l'avion que vous allez voir que ça va mieux. Parce qu'à ce moment-là, dans l'avion, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez arriver avec votre esprit de phobique, vous allez dire, oula, je rentre dans un avion, je suis censé flipper. Mais votre esprit, votre cerveau va interroger votre corps. Et vous allez vous rendre compte que la respiration est normale. Le cœur bat tranquillement dans la poitrine. Les jambes ne tremblent pas. Je ne suis pas en sueur. Ça voudra dire que je suis guéri, quoi, en fait. Et du coup, après, la conscience va pouvoir se rassurer. Mais la conscience a besoin d'interroger le corps pour voir si face à la phobie, il y a encore des trucs. Voilà, c'est vraiment le corps qui va répondre. Et quelle que soit la solution que vous allez utiliser pour vous libérer de votre phobie, eh bien ensuite, effectivement, il faut tester pour voir comment ça se passe, que c'est votre corps qui va vous dire si vous n'avez plus du tout la phobie, si vous l'avez encore, ou si vous l'avez toujours autant. Voilà. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait après une séance d'hypnose. Je dis aux gens, voilà, allez tester, organisez-vous pour tester ça. Trois possibilités, soit vous n'avez plus du tout la phobie, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que votre corps il est nickel, vous êtes face à votre phobie et la respiration est normale, le cœur bat tranquillement dans la poitrine, tout le corps va bien. Et donc ça veut dire que vous n'avez plus la phobie. Et donc ça voudra dire qu'après, il va falloir tester un certain nombre de fois pour se rassurer par rapport à ça et se dire que c'est vraiment fini. Ou alors, les gens ils vont tester et ils vont encore avoir un petit peu des symptômes, mais beaucoup moins qu'avant. Hein, si avant c'était à 10 sur 10, là ça va être à 5 sur 10 par exemple. Eh bien, à ce moment-là, il faudra refaire une séance d'hypnose pour que la phobie descende encore ou que ça devienne juste une peur. Et puis à un moment donné, eh bien, ça sera complètement sous contrôle. Voilà, faut tester. Il n'y a que comme ça qu'on peut savoir, c'est le corps qui va le dire. Et puis, dernière solution pour les phobies qui existent, mais en quoi je crois pas trop en fait, c'est les techniques de respiration. Alors vous avez la respiration en cohérence cardiaque, la respiration carrée, et soi-disant, quand on est face à quelque chose qui est de l'ordre de la phobie, eh bien le fait de pouvoir respirer en s'exposant à sa phobie, ça permet progressivement de reprendre le contrôle. Alors j'y crois pas beaucoup parce que quand on est vraiment phobique, c'est difficile de juste de se traiter avec une histoire de respiration. En revanche, si c'est pas une phobie, si c'est juste une grande peur ou une peur, effectivement, en respirant, en se confrontant progressivement à ce qui nous fait peur et en respirant, on peut trouver des axes de progression. Mais voilà, j'y crois pas trop quand c'est dans le cadre d'une phobie, parce que la phobie, c'est vraiment un truc un peu irrationnel. Bon voilà, les phobies, c'est quelque chose qui touche pas mal de gens. Hein, c'est lié à de l'anxiété qui est ciblée sur quelque chose de précis. Et les phobies, ça peut être soit très handicapant, soit pas handicapant du tout. Hein. Si c'est pas du tout handicapant, c'est pas la peine de s'en occuper. Si c'est très handicapant, il faut vraiment s'en occuper parce que ça va limiter votre qualité de vie, ça va vous empêcher d'avoir vraiment confiance en vous. Et puis les phobies, ça peut grandir, hein, comme on l'a dit, ça peut se généraliser et éventuellement se transmettre. Donc il vaut vraiment mieux s'en libérer. Et je vous l'ai dit, pour se libérer d'une phobie, il y a 3 solutions selon moi qui sont vraiment efficaces.
Il y a soit les TCC hein, qui permettent d'avoir des techniques mentales et en s'exposant graduellement à la phobie, eh bien on va s'y confronter, ça va diminuer. Il y a soit le virtuel qui est super aussi et qui va progressivement prendre de plus en plus de place dans la thérapie contre les phobies dans les années à venir. Ou il y a l'hypnose, vous l'aurez compris, c'est mon chouchou l'hypnose, non seulement parce que je le pratique, mais également parce que je sais que selon un protocole entre 1 et 5 séances, eh bien on peut se libérer à vie d'une phobie, et ça c'est cool. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à la partager autour de vous aux gens justement qui souffrent de phobie, que ça pourrait aider. Et puis si vous voulez aller plus loin, si vous avez une phobie et que vous êtes prêt à vous en libérer maintenant, eh bien n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo en dessous. Vous allez trouver un lien vers mon programme en ligne SOS Phobie. Alors ce programme, il est spécialement étudié pour les gens qui sont phobiques. Il est à base de séances d'hypnothérapie. Justement, je vous ai dit, l'hypnose, c'est super pour la phobie. C'est un protocole entre 1 et 5 séances. Si vous le faites en cabinet, ça va vous coûter un certain budget. Si vous le faites grâce à ce programme, eh bien, ça va vous coûter le prix d'une seule consultation chez un hypnothérapeute. Et pour une seule consultation, eh bien, vous pouvez faire autant de séances dont vous avez besoin jusqu'à obtention d'un résultat satisfaisant, c'est-à-dire jusqu'à obtention du fait que vous êtes complètement libéré de votre phobie. Donc c'est exactement comme en cabinet, sauf que vous le faites chez vous, en toute sécurité. Et entre chaque séance, eh bien, comme je vous l'ai dit, il va falloir tester pour voir justement où vous en êtes et si votre phobie a disparu ou si elle a diminué. Et si elle n'a que diminué, si je puis dire, eh bien, il faut refaire encore une séance jusqu'au moment donné où vous n'aurez plus du tout votre phobie. Voilà. L'avantage, c'est que vous le faites chez vous. L'avantage, c'est un prix défiant toute concurrence. C'est avec moi. Et comme ça, vous donnez le droit de vous libérer de votre phobie et faire passer votre vie à un autre niveau. Merci de me suivre. Merci pour votre attention bienveillante. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.